Bonjour Anne, bonjour Christophe, Bonjour. bienvenue. Bonjour Guillaume. Donc, Bonjour, nous Florent, on s'est déjà vu plein de fois, donc on Bonjour, se dit pas Guillaume. bonjour. Donc vous représentez Stellantis. Stellantis, c'est un nouvel acteur dans le monde de l'automobile, dans le monde, mais qui est composé de marques qu'on connaît bien. C'est 15 marques aujourd'hui, 14 marques, et c'est un peu plus de 400 000 collaborateurs. Oui, c'est ça, oui. 100 000. 300 000 ? Bon, je réviserai mes chiffres, mais c'était des chiffres que j'ai quand même trouvés, mais je vous dirai où. Donc, on est ensemble, effectivement, pour parler des transformations. Je vais peut-être laisser Flore vous poser la juste sur première les question. marques, Oui. parce que Stellantis, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est Alors, Peugeot, Citroën DS, Opel, Vauxhall, mais c'est aussi Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler, Ram, etc. Maserati, Maserati. Alfa Romeo. très bien. Il y aura un quiz après pour vérifier si vous avez bien retenu les marques. Alors, à l'horizon 2030, je crois que l'objectif, c'est la neutralité carbone. Vaste sujet. Réduction par 2, 2030-2038, neutralité carbone. Ah, 2038. Enfin, en tout cas, on y va. On se dirige vers cette neutralité carbone. Et donc, ça passe par l'électrification. Et l'électrification aussi, ça passe par la software company. Puisque finalement, derrière l'électrification, il y a aussi une suite de logiciels. Donc, ma première question, Christophe, pour vous, c'est quoi les grands piliers de cette stratégie de software company ? Alors effectivement, notre stratégie de transformation vers une tech company elle repose sur 5 piliers. Mais il y a un pilier qui porte encore plus que les autres, j'ai envie de dire. C'est celui qui consiste à placer le client au cœur de la transformation et de faire en sorte que ces logiciels qu'on va mettre dans nos voitures, qu'on va mettre sur les téléphones de nos clients en liaison avec le véhicule, vont apporter très rapidement de la valeur ajoutée au client de façon tellement évidente que le client sera prêt à payer pour ça. Donc on va monétiser ces fonctions logicielles, ce qui fait que cette stratégie, c'est avant tout une stratégie business. Et l'équipe software qui a été constituée depuis la création de Stellantis pour s'attaquer à ce sujet, elle a été créée comme une business unit. Et donc on a une business review, on est tiré par un P&L. Même s'il y a une activité très technique, le logiciel, tout le monde voit ça comme une activité très technique, mais on a aussi des équipes business, des équipes marketing, des opérations commerciales, tout simplement pour tirer tout ce qu'on va délivrer par la volonté d'apporter de la valeur auprès du client. Voilà, puis très rapidement, les autres piliers, on va aller vers des mises à jour permanentes de nos véhicules, donc changer un tout petit peu le rapport au véhicule où on a l'habitude d'aller chez le concessionnaire. Maintenant, on peut aller mettre à jour le véhicule à distance, over the air. Data intelligence artificielle, également un autre pilier. Il y a tellement à faire sur la data pour améliorer la conception de nos véhicules, mais aussi pour offrir des services. Et puis en renvoyer une partie au client dans la voiture grâce à l'apprentissage qu'on va pouvoir faire sur l'usage que fait le client de sa voiture. Et puis grâce à quelques fonctions d'intelligence artificielle, devancer ses attentes le matin quand je démarre. Si j'ai l'habitude de mettre la radio, lui proposer. Il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton. Quatrième pilier, on va s'attaquer à la bonne articulation entre deux mondes d'ingénierie qui ont des cycles très très différents. Il y a le monde de l'automobile qui reste quand même un objet très physique, qui est plutôt de l'ordre de 3 ans. Il y a le monde du logiciel où en un trimestre on fait énormément de choses. Ces deux mondes-là doivent travailler ensemble. Et puis le dernier pilier, c'est un peu en liaison avec cette assemblée, tout simplement développer notre capacité à attirer des talents, parce que cette compétition du logiciel automobile dans laquelle on n'est pas les seuls, et elle repose sur les talents, qu'il s'agit d'aller les recruter à l'extérieur, de reconvertir des talents au sein de l'entreprise, mais aussi de faire quelques acquisitions choisies, stratégiques, tout simplement parce qu'elles permettent j'allais dire bootstrapper, mais je ne suis pas dans une audience très technique, d'accélérer, de dynamiser notre capacité à développer les logiciels. Alors on va parler de la manière dont on accompagne l'évolution de ces compétences dans ce nouveau contexte. Simplement Christophe, pour bien comprendre, donc, il y a du logiciel pour faire fonctionner le véhicule, le faire mieux fonctionner en analysant aussi de la donnée et en donnant de l'information au conducteur. Et puis il y a du logiciel qui va porter des services au conducteur qu'on va pouvoir acheter, c'est ça ? C'est quel type de service concrètement pour bien comprendre qu'est-ce que je vais avoir ? Je ne vais pas dérouler tout le catalogue parce que ça va nous prendre tout le temps. Deux, trois exemples de services peut-être. Un exemple très simple, imaginons que j'ai décidé de faire un mois de voyage à travers l'Europe pour faire toutes les capitales européennes en voiture.
voiture électrique, bien évidemment. Donc, je vais devoir planifier mon trajet. Il va falloir que je fasse ça en choisissant très précisément où je vais m'arrêter. En véhicule électrique, on doit repenser un peu sur sa façon d'utiliser l'automobile. Il y a des logiciels qui commencent à voir le jour, qui permettent de faire cette planification chez soi, l'après-work, puis ensuite, je la récupère dans la voiture, parce que ce qui est important, c'est que je puisse actualiser au fur et à mesure de l'avancement. Voilà. Ce que j'avais prévu comme station de recharge peut être occupé, voire en panne. Il faut que je retrouve une autre. Et à ce stade, le réseau, il reste encore à développer. Donc ces solutions, encore un anglicisme, EV routing, sont extrêmement prisées par les utilisateurs de véhicules électriques. Donc ça, c'est des fonctions qu'on va pouvoir proposer. Très bien, c'est très concret, on voit bien effectivement. Alors Anne, on comprend que le véhicule devient un objet de plus en plus technologique, bien d'équipement, en tout cas de plus en plus technologique, avec de plus en plus de collecte de données, d'exploitation de données. Et donc, Stellantis, mais déjà PSA, je crois, avait créé une entité, une université dédiée à l'IA et à la software. C'est l'entité que vous dirigez, donc une université dédiée. Oui. C'est quoi cette idée? Donc, on sort finalement, comme ce sont des compétences critiques probablement qu'il faut probablement accélérer, on sort ces deux grandes capabilities de l'université telles qu'on les connaît pour aller plus vite. C'est quoi l'ambition de l'université que vous dirigez? Donc elle a été créée en tout début d'année, donc ça va faire 1 an quasiment là, dans quelques semaines. L'objectif, c'est d'accompagner le projet Data Driven Company et la constitution des équipes software. Donc on doit accompagner la transformation dans toutes les directions, parce que la data, certes, elle a un impact très important dans le monde du logiciel, mais elle en a aussi dans d'autres directions plus traditionnelles comme l'engineering, le manufacturing et forcément sales and marketing. Donc l'idée, c'est que tous nos employés en fait sont un petit peu plus sensibles à ce sujet et que certains embrassent des carrières de data analyst, voire data engineer ou data scientist dans leur direction. Donc on a mis en place toute une stratégie, un programme en coordination avec le Chief Data Officer pour accompagner toute cette stratégie-là. Et en parallèle, effectivement, comme l'évoquait Christophe, la moitié des gens qui vont rejoindre l'équipe software sont des gens qui viennent de l'interne. Et là, on a un vrai programme d'accompagnement, d'upskilling et de reskilling, parce que certaines personnes qui candidatent ou qu'on nous présente ont déjà un background technologique et on va surtout devoir aller chercher le complément par rapport aux nouveaux services ou aux nouveaux jobs qu'on a à leur proposer. Et pour d'autres, on va aller un petit peu plus loin. Ça va vraiment être des gens motivés par une transformation plus profonde. Et là, on va les former pendant plus de 6 mois, en fait, à prendre un nouveau poste. On les forme complètement sur un nouveau métier. Donc, beaucoup autour de la data, on imagine. Mais aussi du software, du développement logiciel et de tout un tas d'autres postes, certains qui sont moins technologiques également. On forme pas mal de product managers ou de scrum masters dont on a énormément besoin pour imaginer tous les services et faire collaborer toutes les équipes. Et alors, ces collaborateurs-là, ils viennent d'où en termes de métier et en termes de géographie ? Alors, en termes de métier, je dirais ils viennent de toute l'entreprise, mais avec une plus grande majorité de gens qui viennent du monde de l'engineering. C'est à peu près 70% du total, un petit peu moins. Mais on a des gens qui viennent des achats, des gens qui viennent du manufacturing, des gens pas mal de l'IT aussi, puisque là, il y a aussi une proximité assez proche. Et en termes de pays, c'est pas mal le monde entier aussi, mais avec forcément un petit focus quand même sur les pays dans lesquels on a une empreinte avec des équipes software, donc c'est essentiellement États-Unis, France, Italie, Allemagne, Maroc, Inde et Pologne de plus en plus. Donc ça, c'est les talents internes à l'entreprise que vous identifiez et que vous accompagnez par de la formation grâce à cette université dédiée. Et puis, il y a aussi les talents externes. Alors, j'imagine que quand on était constructeur automobile, on allait chercher les talents dans le monde de l'automobile, probablement chez les autres constructeurs dans le monde entier. Aujourd'hui, où est-ce que vous allez chercher les talents, notamment les talents software, Christophe, puisqu'on imagine qu'ils viennent d'une autre industrie? Une des façons, c'est aussi de procéder à des acquisitions d'entreprises déjà bien développées. Donc il y a une acquisition assez récente dont on peut parler, qui reste encore soumise à l'accord de l'antitrust.
mais qui a été rendue publique. Donc c'est une entreprise qui s'appelle AI Motive. Quand on fait ce type d'acquisition, entre guillemets, on met la main sur de la technologie, puisque cette entreprise elle a des produits logiciels déjà établis sur la conduite autonome. C'est la conduite autonome, voilà, c'est ça. Sur la data associée à la conduite autonome, sur les puces en silicium qui vont aussi permettre la conduite autonome, et puis sur les outils de simulation. Donc il y a ce package technologique qui vient. Il y a bien évidemment les talents. Donc AI Motive, c'est 200 personnes sur toute la planète, mais principalement à Budapest, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Alors il n'y a pas trop de surprises, c'est les gros pays de constructeurs automobiles. Donc on met la main sur ces talents. Le challenge, c'est de préserver leur mindset de start-up. Et ça veut dire que en préservant ce mindset de start-up, on vient dynamiser nos développements avec des façons de travailler que l'on va aller mettre au contact de ce monde de l'automobile et de ses cycles de développement un peu plus longs. Mais j'imagine qu'il faut aussi connaître l'automobile quelque part pour avoir cette cross-fertilisation. Alors ça c'est le mix des compétences qui est assez intéressant, alors qu'on avait déjà en interne, parce que moi je suis un pur produit, on va dire, de PSA, puis maintenant Stellantis, mais du logiciel, des systèmes d'information. Donc il y avait déjà ce mix des cultures entre le logiciel débarqué et puis le monde de l'embarqué, le monde de l'automobile. Effectivement, quand on recrute à l'extérieur des personnes qui viennent, je sais pas, de chez les GAFA, un précédent emploi, ou qui viennent d'une entreprise comme AI Motive, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir une sorte de challenge collaboratif, parce que le véhicule, ça reste avant tout un objet physique. Ça restera 4 roues, un châssis, une carrosserie. C'est parmi les projets les plus complexes à réaliser, énormément de personnes à synchroniser. Et ça, les gens de l'interne, ceux qui ont vécu ça depuis des années, ils connaissent par cœur. En revanche, par moment, il faut sortir de cette zone de confort de je sais comment il faut faire pour faire l'automobile et se faire challenger par des acteurs qui viennent d'un monde qui va plus vite sans que ça soit péjoratif, parce qu'il va falloir aussi que ce monde-là comprenne ce qu'on peut changer puisqu'on ne pourra pas changer de par la nature très physique du véhicule. Pour valider des fonctions qui touchent à la sécurité du véhicule, c'est simple, il faut faire tourner des véhicules, on peut simuler bien évidemment, et on simule, mais il faut à un moment donné aller faire tourner des véhicules, il y a du roulage, et ça prend du temps. Voilà. Anne, donc c'est finalement partager cette idée de rencontre de deux mondes, le monde du véhicule et le monde de la tech. Ça complique peut-être un peu les choses quand on doit former, non Non, alors c'est justement un équilibre assez naturel qu'il faut trouver, parce que justement ça peut être une des remarques que vont me faire des managers. En fait, la bonne surprise, c'est qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver les candidats. En fait, on a deux sources. On a les candidats qui postulent en étant volontaires, spontanés. Donc on a fait pas mal de communication, des animations pour expliquer un peu les métiers, et d'autres qui sont proposés par toute la communauté HR, puisque finalement on anime la sont communauté. Donc identifiés oui. dans l'ensemble du monde par oui. les RH. Oui, ou parce qu'ils ont souhaité être mobiles, ou parce qu'il y a une réorganisation et qu'il y a des ressources disponibles et qu'on leur propose. Enfin, il y a différentes manières de nous les amener. En fait, les candidats, on en a plutôt eu beaucoup, à tel point qu'on s'est retrouvé dans certains cas avec des managers qui me disent oui, mais je peux pas constituer une équipe nouvelle et être au top du logiciel demain qu'avec des débutants. Ouais. Donc surtout quand il y a beaucoup de reskilling. Donc c'est là que l'équilibre doit se faire, et que justement il faut une part de mixité externe avec des gens qui ont une grande expertise, qui vont pouvoir coacher et accompagner ces jeunes, même s'ils ne le sont pas toujours, mais qui débutent dans certains métiers. Et donc voilà, l'équilibre se trouve là, et c'est souvent à la main des managers, en fonction de la seniorité de leurs équipes, qu'ils vont accepter ou non. Après, comme je vous le disais, il y a aussi des gens en interne qui ont déjà des compétences et sur lesquels le gap de compétences est plus petit. Et dans ce cas-là, c'est plus facile à intégrer, et là, ils vont être moins difficiles. Donc du coup, le bon équilibre, ce serait quoi ? 50 internes reskillés, si je peux utiliser ce mot-là, et 50% qui viendraient de l'extérieur ? C'est notre cible théorique, en tout cas, actuellement, oui. C'est à peu près ça. Et vous avez donné le chiffre ou les targets, en tout cas, de personnes que vous avez l'intention de former via cette académie ? Parce que je crois que les volumes sont extrêmement importants dans un laps de temps quand même très très court. Ouais. L'objectif, c'est d'avoir 4500 personnes dans la direction software à fin 2024.
sachant qu'on était à peine 700-800 l'année dernière, je pense. Oui, puis là on a dépassé les 1000 maintenant. Ah oui, largement, on est même à plus de 1500. Donc en fait, ça fait des centaines et des centaines de candidats. En fait, c'est entre 500 et 800 par an, quoi, à reskiller ou à upskiller. Donc c'est un travail au long cours là, quand même. Et puis on fait ça en marchant, c'est-à-dire que les projets ils sont lancés, ils sont partis avec des ambitions de délai très fortes. Donc c'est un avantage, c'est que à la limite on apprend en faisant, quoi, en même temps. Mais il faut effectivement doubler d'un parcours un peu académique, notamment pour ceux qui étaient loin de ces sujets-là jusqu'à présent. Ouais. Oui, c'est un vrai enjeu, le volume. Hein. Si j'ai une bonne pratique à partager, c'est qu'il faut l'industrialiser. Nous, on a fini par se faire accompagner par l'IT pour avoir un workflow un peu automatisé qui pousse à chacune des étapes, parce qu'il y a à la fois la mobilité à valider, les HR qui vérifient que la personnalité des gens qu'on va accueillir est bien celle dont on a besoin, qu'il y a une ouverture à la technologie, une curiosité, une capacité à apprendre, et ensuite les managers. Et puis ça ne marche pas forcément au premier coup. C'est un travail de longue haleine, donc quand on en a 4-5, c'est facile à suivre, mais quand on en a des centaines à suivre tous les mois, voilà, il y a un petit peu d'industrialisation à mettre en place. Donc digitaliser les process RH. Ouais. En raison du volume, effectivement. Christophe, est-ce que et Anne d'ailleurs, puisque finalement vous cherchez des talents, hein, quand on parle de recrutement à l'extérieur de l'entreprise, est-ce que c'est plus facile de recruter quand on est devenu une tech company que quand on était un constructeur automobile? Notamment pour recruter peut-être les plus jeunes talents qui sont sensibles à la tech, qui sont aussi sensibles aux questions d'environnement. Aujourd'hui, vos véhicules sont majoritairement électrifiés. Voilà. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça change? Je ne sais pas si c'est plus facile, parce que l'automobile a toujours attiré. Ce sont quand même des produits avec des identités de marque très fortes. Enfin, moi, personnellement, en 1990, je visualise encore l'annonce de recrutement avec une 205 Turbo 16 qui m'a fait... voilà, parce que je ne suis pas un passionné de conduite automobile, mais pour moi, c'était un produit iconique. Sport, voilà. Et c'est resté un produit iconique. Et c'est resté un produit iconique. Donc, cette question de l'automobile, mais l'automobile dans la tech... je pense qu'on n'a pas de mal à attirer peut-être des jeunes qui voyaient plutôt l'automobile comme un truc du passé, polluant, mais qui se disent tiens, là, avec mon talent logiciel, j'entends une entreprise qui a un projet de transformation de la mobilité de demain et qui veut s'appuyer sur le logiciel pour le faire. Donc on a des personnes qui, une fois arrivées en interne, verbalisent cette envie d'aider à sauver des vies, parce qu'il y a une fonction de sécurité qui repose sur du logiciel, de permettre un autre usage de la voiture avec la conduite autonome. On est sur des échelles de temps un tout petit peu plus longues, ou bien évidemment contribuer grâce au logiciel à l'émergence du véhicule électrique et donc à cette ambition de neutralité carbone 2038. Donc pour moi, on n'a pas trop de difficultés à attirer ces talents-là, et même des talents qui eux-mêmes n'auraient pas imaginé avant qu'on partage cette vision très ambitieuse de venir nous rejoindre. Et on n'a pas de mal à les fidéliser non plus. Il y a un autre élément assez intéressant qui est peut-être lié à ce que recherche un développeur logiciel. On fait beaucoup de concepts quand on développe un logiciel. Donc on va... conceptualiser un objet, un monde. Mais là, l'avantage, c'est que c'est quand même pour aller dans un véhicule réel. Et un objet, pas un objet physique, qui est statique. Ça se traduit par quelque chose que l'on peut... un objet qui bouge. Ouais. Et donc pouvoir démarrer le véhicule à distance pour le préconditionner de façon thermique pour qu'il soit à la bonne température le matin quand il fait -5 dehors, ça fait partie de fonctions logicielles pour des concepteurs, des architectes, le développeur. Il y a un petit côté fun, on le voit dans les hackathons, les jeunes à qui on donne la possibilité de faire un bout de code qui va agir sur la voiture qui est à l'autre bout de la salle, ils sont tout excités, et du coup, si on a un contrat derrière, ils signent tout de suite, quoi. Le meilleur des deux mondes, hein, le software et la voiture, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi.
Tout à fait. Ouais. Et le projet d'entreprise en fait qui est construit derrière, parce que je pense qu'il y a eu tout un travail au moment de la fusion sur la redéfinition de la raison d'être du groupe, donc qui en anglais c'est Powered by our diversity, we lead the way the world moves. Donc fort de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Donc c'est assez ambitieux parce que ça veut dire qu'on veut avoir un vrai impact en fait, que ce soit écologique, fonctionnel pour les clients, technique, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent s'y retrouver. Et puis je pense que tous les discours qu'ont pu avoir Carlos Tavares ou Yves Bonnefond, qui est à la tête de la software, pour promouvoir en fait nos projets, doivent aider et participer aussi. C'est assez enthousiasmant, comme le disait Christophe. Il y a un tel mix de projets et de fonctionnalités que tout le monde peut un peu y trouver son compte. Et est-ce que ce virage technologique est aussi un moyen de féminiser davantage cette industrie qui était quand même très majoritairement masculine? On va peut-être poser la question directement à Anne, dont on rappelle quand même, Anne, que vous venez du marketing de l'automobile, hein, pas des ressources humaines initialement, puisque vous étiez chez DS, si je ne me trompe pas, précédemment. Tout à fait. Non, il y a un vrai projet de féminisation, ça c'est certain. On cherche à faire progresser le nombre de femmes dans le groupe. Alors c'est sûr que l'automobile dans sa formation, enfin les ingénieurs dans leur formation ou la tech dans leur formation sont pas très très féminines, mais on espère effectivement pouvoir continuer à le promouvoir en justement communiquant également sur ces sujets-là. Et en tout cas, en interne, il y a une assez forte promotion autour de sujets et qui rejoint aussi toute la politique de diversité du groupe. Je pense que c'est un autre point fort pour attirer les talents, le fait que le groupe soit devenu très international avec des équipes aux quatre coins du monde. Et c'est vraiment le cas dans les équipes software. Ça peut être attractif également parce qu'il y a une innovation et une collaboration qui est un petit peu originale. Ce qu'on peut dire de façon très précise dans l'équipe dirigeante de l'entité de software, la personne en charge du développement conduite autonome et intelligence artificielle est une femme. La personne en charge du développement business worldwide, basé aux États-Unis, est une femme. La personne en charge du développement on va dire, du middleware et de l'operating system, pardon, je suis un peu technique, mais du système d'exploitation de la voiture cible, donc une fonction essentielle, est une femme. Voilà, je peux continuer la liste. Des beaux rôles modèles qui, je suis sûr, vont faire venir des talents, des jeunes talents féminins. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. Et des jeunes talents masculins aussi. Et alors, au-delà donc de l'identification des talents internes, de tout ce que vous avez à mettre en avant effectivement pour faciliter les recrutements, les talents sur un marché effectivement qui est tendu, quels sont les postes qui restent quand même les plus difficiles à pourvoir? C'est peut-être le moment de faire une annonce d'ailleurs pour recruter, mais où subsistent en fait les difficultés? Pour être honnête, sur les postes accessibles en interne, ceux qu'on a eu le plus de mal à staffer, c'est les postes de product manager. Alors, est-ce que c'est parce que la tech attire peut-être moins des gens qui ont un parcours plus classique? Moi, je pensais que j'aurais du mal à trouver des profils très techniques. Oui. Et en fait, non, tous ceux-là sont pourvus. Donc, un petit peu de hardware, en fait, qui reste encore un peu compliqué parce que c'est ou de l'architecture aussi, qui sont assez techniques, sur lesquels il faut vraiment une expérience assez longue et donc qui sont déjà assez rares dans le groupe. Donc, on n'est pas là pour piller non plus nos petits collègues dans d'autres équipes. Donc voilà, mais ça peut être assez surprenant. C'est pas forcément toujours les plus techniques. Les difficultés sont pas forcément là où on les attend. Pas toujours, non. Non, j'aurais dit exactement le même rôle, product owner. Après, il y a un vrai challenge qui est de trouver les volumes de développeurs. Ouais. Parce que là, il en faut beaucoup. Une équipe de 4500, alors même si ce n'est pas tous des ingénieurs, il y a quand même une très grosse partie qui vont faire partie de l'engineering. Ça fait du monde. Donc je dirais l'enjeu, plus que sur le profil, il va être sur le volume et puis aussi la capacité à s'implanter localement pour préserver notre diversité, parce que c'est aussi ça qui fait notre différence par rapport aux autres constructeurs automobiles. C'est qu'on sait designer, industrialiser et vendre des véhicules avec le mindset de chacun des pays. Et ça, c'est extrêmement important parce que les clients, ils ne sont pas globaux. Oui. Les clients, ils sont locaux. Et l'histoire des marques, des marques, elle est locale. Donc notre challenge, c'est bien évidemment d'être un groupe global, mais qui a une présence extrêmement locale quand il s'agit d'aller déclencher un acte d'achat chez le client. Oui, absolument. Mais écoutez, merci à vous. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre.
On va passer à la dernière séquence Transfo Skill de la journée avec les dirigeants du groupe Michelin. Véronique Lémarie, responsable transformation RH, et Antoine Sautenay, directeur développement durable. Ils répondent aux questions de Sandrine Catla et Julien Lévy.